Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde de l'émission Samedi de lire et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Francine Ruel. Bonjour Francine, vous allez bien? Oui, je vais bien. La vie est un peu folle ces temps-ci. On a de la brouille dans le toupette, mais ça va. C'est la promo, la sortie du livre. Alors, c'est toujours très excitant. Et mettons que les journées sont longues et les nuits sont courtes. Et pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, j'ai envie de vous présenter. Alors, vous êtes comédienne, animatrice, enseignante et bien entendu auteure. Vous avez écrit pour la télévision, le théâtre, la chanson, le cinéma. Et vous avez publié 13 ouvrages, dont la trilogie du bonheur. Alors, et c'était ça le bonheur, Maudit que le bonheur coûte cher et Bonheur es-tu là, qui s'est vendu à plus de 160 000 exemplaires. Faut le faire quand même dans le domaine littéraire en ce moment qui va pas super bien. Oui, mais ça, on le sait pas. On ne sait pas avant de commencer qu'on va faire ça. On espère tous avoir un lectorat assez vaste, assez grand parce que je pense que être auteur, c'est avoir donné des rendez-vous tout le temps à des lecteurs et on espère que d'un livre à l'autre, le lectorat va être présent, va dire oui, voilà, présente, je vais être là, je vais un prochain livre. Comme moi, ça m'arrive de faire quand je connais un auteur et que j'aime son œuvre. Quand il y en a un qui sort, je suis super excitée, je dis ah wow, il y a un nouveau livre et c'est un autre rendez-vous. Puis on ne sait pas ce que ça va donner. Des fois, on peut être déçu. Des fois, on est ravi une fois de plus. Alors, voilà. Qu'est-ce qui est le plus facile à écrire? Est-ce que c'est des romans ou c'est plutôt des trucs pour la télévision? Non, je pense que c'est vraiment des choses très, 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 très différentes. Moi, je suis venue au roman par un ras-le-bol de « on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent ». Alors, je pense que le cinéma, la télé, on tourne un budget avant de tourner une histoire. Et ça, moi, ça me rendait très triste de ça. Parce que j'ai commencé très jeune à écrire pour la télé et on avait beaucoup de contraintes, mais on avait de grandes possibilités aussi. Les contraintes étaient pas comme ça, parce qu'on n'aura pas le budget pour faire ça, mais pas ci, pas ci, pas ça. Mais il y avait toujours moyen d'inventer et d'être fou. Et on peut plus l'être maintenant. Tout est sécure, tout est pas... il y a énormément d'intervenants. À la télé et au cinéma, il faut le savoir, quand on est scénariste. Mais alors que quand on écrit une histoire, il y a un seul intervenant. En principe, c'est son éditeur, son éditrice. Et après, il y a des lecteurs privilégiés qui aident aussi à la cohérence de l'histoire. Mais à part ça, tu es tout seul et ça, j'aimais ça beaucoup. C'est là où c'est devenu formidable pour moi. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce cas-là. Oui, c'est comme je dis, quand j'enseigne, je dis à mes étudiants, c'est formidable qu'on écrive un repas pour 500 personnes ou pour 200, c'est le même budget. C'est juste un tout petit peu plus long à écrire parce qu'on veut donner des détails. Et puis, au premier chapitre, on est à Montréal, puis au deuxième chapitre, on est en Chine. Et ça n'a rien coûté pour les visas, pour les injections, pour les vaccins, pour quoi que ce soit. On est rendu, voilà. Et ça, c'est inestimable, je trouve. Vous enseignez l'écriture, c'est ça? Oui, je donne des ateliers d'écriture depuis plusieurs années à Bishop et cette année à la Grande Bibliothèque. Alors, je donne les techniques pour travailler l'écriture. Comme je dis souvent, je peux pas donner le talent. Ça, c'est pas le même que ça marche. On l'a ou on l'a pas, quoi. Mais on peut donner des techniques pour apprendre à écrire des dialogues, pour apprendre à faire des bonnes narrations, à faire une structure d'histoire qui va se tenir, quoi. Et vous êtes lequel genre d'auteur? Est-ce que vous écrivez à tous les jours ou vous écrivez quand l'inspiration vous vient? Non, presque tous les jours quand j'ai un projet. Là, pour l'instant, j'écris pas parce que j'en ai un qui s'en vient, mais c'est pas pour tout de suite. Mais ça m'empêche pas d'écrire. Un auteur écrit pas parce qu'il est devant sa table, est assis à sa table de travail, ni devant son ordinateur ou du papier. C'est-à-dire qu'on jongle longtemps, on rêve avec nos personnages, avec les lieux, avec les possibilités qu'on a, et on se promène avec les ici. Ici, mon héros faisait ça, ici, il allait là, ici, etc. Et quand on a assez de matériel, on s'assoit. Mais quand je m'assois, c'est tous les matins très tôt. Ouais, j'adore. Moi, je vis à la campagne, alors voir des chevreuils puis des biches dans mon jardin, j'aime ça beaucoup. Dans le calme ou ça prend de la musique? Non, pas de musique, de l'eau. Pas de café, pas d'alcool, mais c'est le matin très tôt, alors ça sera un peu difficile. Mais il y a des auteurs de nuit ils s'enveloppent de brume alcoolisée. Moi, j'ai besoin juste de l'eau, un café, et puis le matin très tôt. Utilisez-vous des plans? J'y arrive, oui. Au départ, non, parce qu'il faut faire la recherche d'abord et avant tout. Et après, oui, il faut savoir où on s'en va. Je pense que les 3/4 du travail est facilité quand on sait où on part, par quel chemin à peu près on va passer et jusqu'où on se rend.
ça aide tellement. Il y a une motivation tout le temps, une motivation d'auteur de dire c'est ça que je voulais faire avec mon roman. Il faut se rappeler ça tout le temps. Pas juste partir avec une histoire et des personnages. Parlons-en de ce nouveau roman que moi j'ai adoré, Petite mort à Venise, où on retrouve 3 femmes. Ouais. Mathilde, qui s'occupe beaucoup de sa maman. Sa mère vient tout juste de mourir. Lucille, qui était vraiment pas fine avec elle. Non, mais il y en a des mères comme ça. J'en ai connu, moi, malheureusement. Pas la mienne. Ça, c'est formidable. Mais il y a des filles qui sont prises avec des mères comme ça. Mais c'était la mère comme, surtout, une femme aigrie. Je suis partie du principe que on peut devenir toutes sortes de personnes dans la vie. Et en vieillissant, il y a des deuils à faire. Il y a des complications, il y a des déceptions, il y a la maladie, il y a des fatigues, il y a tout ça qui attend. Bon, j'avais envie de plus me consacrer aux femmes qu'aux hommes. Les hommes doivent vivre les mêmes choses, là. Mais c'était comme, qu'est-ce qu'on décide de vivre? Et Mathilde se retrouve devant rien, en fait. Parce qu'elle s'est occupée non-stop de sa mère, non-stop. Et comme sa mère mourant, elle est devant un vide énorme. Et c'est comme de dire, je fais quoi de ma vie maintenant? Et elle ne sait pas s'occuper d'elle. Et un jour, elle tombe sur une revue qu'on parle comment on fait pour être heureux un peu dans la vie. Et il y a un psy qui dit, pour être heureux dans la vie, et ça c'est véridique, je l'ai lu, et il faut réaliser les rêves de l'enfance. Et il dit, 3, ça serait l'idéal. Moi, je m'étais posé la question pour moi-même, et là, j'ai fait, cette femme-là, elle n'a pas de rêve, elle s'en rappelle même pas. Elle a tellement pensé à tout le monde. Et à partir de là, il y a comme une urgence je n'ai même pas de rêve. Et elle rencontre une femme qui s'appelle Poppy, une dame de 75 ans qui est jolie, mignonne, adorable, que tout le monde veut adopter, je suis sûre. Ah, tellement. Oui. Et qui, elle, a une autre idée de la vie. Elle a des connaissances formidables, mais elle se sent fragilisée parce qu'elle a 75 ans. Et Mathilde, à la mort de sa mère, retrouve une autre amie qui est Anne, son amie d'adolescence, puis ils se sont perdus de vue pour X raisons. Et Anne est en train de combattre un cancer du sein. Et en même temps, elle a des problèmes avec un adolescent qui est sur une pente dangereuse. Et ces 3 femmes-là se retrouvent un jour en discutant sur qu'est-ce qui les attend dans la vie. Et il y a Poppy qui dit dans un excès de moments heureux, où est-ce qu'on doit aller? C'est écrit dans le 4e de couverture. Où va-t-on? Je ne sais pas par cœur. Où va-t-on? Juste en haut. Ben, je peux vous le lire. C'est où va-t-on quand on veut du jour au lendemain échapper à l'ordinaire, trouver l'incomparable, la fabuleuse merveille. Et la réponse est Venise, 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 Venise. Donc, elle entraîne ses deux nouvelles amies dans Venise. Et elle leur sert de guide puisqu'elle est spécialiste en art vénitien. Et elle connaît la ville de Venise par cœur. Alors donc, voilà, elles se retrouvent toutes les 3. Et Mathilde se rappelle que son père, Noël, qui était un être charmant, lui avait dit qu'un jour, il faudrait qu'elle aille à Venise. Oui, parce qu'il était imprimeur et les imprimeurs de Venise ont fait des choses assez formidables. Il lui parlait de ça. Donc, elle s'est rappelée tout à coup qu'il y avait un rêve de l'enfance qu'il fallait au moins qu'elle réalise. Donc, c'est comme ça qu'elles partent toutes les 3. Et moi, j'ai voulu faire un parallèle. Ça, c'est ce que j'ai fait avec mes personnages. Mais moi, en tant qu'auteur, j'avais envie de faire un parallèle entre cette île flottante qui est unique au monde. C'est une ville, on n'en trouve aucune ville comme ça sur la Terre, je crois. Il n'y en a pas des comme ça. Sans voiture, sans moteur, sans publicité criarde. C'est comme un village flottant, un grand village, mais flottant. Donc, et c'est un musée à ciel ouvert. Tout est beau à Venise. Il n'y a rien de laid. Les choses s'effritent, par contre. Il y a une précarité dans cette ville qui est à protéger. Et à cause des hautes eaux, les aqua alta qui grugent les paladis le long du Grand Canal. Et quand j'ai découvert ça il y a 2 ans, quand je suis allée à Venise 2-3 ans, je m'étais dit, oh mon Dieu, que ça ressemble à l'humain, ça. Ben, le paladis qui est penché par en avant, le palazzo qui est penché par en avant puis qui risque de tomber dans l'eau et puis qui s'effrite par en dessous puis qui est toujours en réflexion. Puis alors que la tête de ce palais est somptueux, magnifique. Alors je me disais, est-ce qu'il y a moyen de faire un parallèle entre le corps des femmes? On s'effrite toutes, on en perd des morceaux, puis on penche un peu pas mal par en avant. On s'en va vers ça, on n'a pas le choix pour vous, là, vous êtes très jeunes, mais vous allez y arriver. Pareil, c'est à peu près la seule justice sur la Terre, je crois. Mais de faire ce parallèle-là et de dire, est-ce qu'on pourrait décider,
pas faire comme Lucille, quoi, qui est morte en hurlant, qui est morte enragée. Mais de dire, ben, on va se rendre au bout, puis on va peut-être s'apaiser, puis réaliser des rêves qu'on a envie, des désirs qu'on a eus, pour pas mourir déçus en disant, j'aurais donc dû, je voulais donc faire ça, il y a ci que je voulais faire. Il y a tellement de gens qui font pas ce qu'ils ont envie de faire, et je trouve ça triste. Et c'est beau de les voir, justement, surtout de voir Mathilde savourer la vie là-bas. Ben, tranquillement, puis de redécouvrir l'envie de la cuisine et de faire à manger et de nourrir les gens. Bon, elle aide encore en nourrissant tout le monde, mais elle se fait plaisir aussi à découvrir autre chose. Prendre le temps aussi. Moi, je me rappelle une scène où elle fait la file, puis elle est impatiente, puis finalement, elle se rend compte qu'elle est en vacances. Oui, puis elles sont là 1 mois. Ce que j'ai eu le bonheur de vivre l'année passée. Ah oui? Oui, ben, pour faire la recherche. Alors, je suis allée 1 mois à Venise, m'imprégner de cette ville, me perdre dans les rues, aller visiter à peu près tous les musées, toutes les églises, etc., pour savoir de quoi je parlais, quoi, pour qu'on croit vraiment que ces 3 personnes-là existent d'abord et que dans ce lieu-là, elles existent. Mais surtout peut-être êtes-vous allé dans la même période en novembre? Exactement. Parce qu'en novembre, il n'y a pas de touristes. Oui, il y en a les ça, fins de semaine, mais ils sont toujours aux mêmes endroits, fait qu'on n'y va pas. Mais on est avec les Vénitiens. Ça, c'est de vivre cette vie-là et cette brume-là. J'avais déjà connu ça en hiver, moi, et j'aime beaucoup ce qu'ils appellent la tristitude, qui est pas triste du tout. Tous les palais sont enveloppés, les ponts sont enveloppés de brume. Quand ça commence en début novembre, puis tout à coup, il y a des percées de lumière. C'est des tableaux continuellement. Avez-vous vécu dans un palace comme les filles? Oui. Ah oui? Le petit appartement, le premier oui? appartement. Oui. Je suis partie de cet appartement-là. Wow! Oui. Ben, j'avais offert à une amie, il y a 3 ans, pour ses 60 ans, on voulait aller à Venise, puis j'avais dit, tiens, on va tant qu'à trouver un appartement, on a trouvé un appartement sur le Grand Canal. Un tout petit studio, là, on s'entend, là, mais que j'ai triché un peu dans le roman, parce qu'on triche souvent dans les romans, quoi. Avez-vous été victime de l'aqualta? Si, 3 fois. Ah oui? Ouais. Expliquons un peu aux gens, c'est quoi l'aqualta? L'aqualta, c'est les marées. Alors, c'est les marées, ça dure le temps de la marée, quoi. Mais ils annoncent, tout à coup, en pleine nuit, t'entends des sirènes. Bon, on n'a pas connu la guerre, nous, mais c'est comme dans les films qu'on a vus ou dans les livres qu'on a lus, que c'est la sirène sans arrêt. Puis après, on a appris que il y avait des coups. Les gens, tu calcules, tu peux compter, puis ils te disent... Tant de coups, c'est pour te dire combien de centimètres ils prévoient. Et ça s'en vient, c'est 2 heures avant. Et là, tu sors dehors et tu le crois pas. Ça dépend des endroits. Si t'es reculé en plein, pas loin des canaux, des petits ou du Grand Canal, t'as été moins affecté par ça. Mais t'as les pieds dans l'eau. Tu ne peux plus avancer. Il y a de l'eau, t'as de l'eau jusqu'aux chevilles, des fois ça monte jusqu'aux genoux, là. Quand on va à la Piazza San Marco, qui est la plus basse de la ville, c'est là où il y a le plus d'eau. Et il y a des tréteaux, tu marches sur des tréteaux où tu t'achètes des bottes, quoi. Tu fais comme tout le monde et tu t'achètes des bottes. Et ça dure le temps que dure une marée, quoi. Alors 6 heures après, c'est sec, il n'y a plus rien, c'est comme si de rien n'était. Mais les gens ramassent la vase, l'eau dans leur boutique. Ça me fait penser beaucoup à nous avec l'hiver. Tu sais, bon, il annonce une tempête de neige. Bon, la tempête de neige arrive. Bon, on va pelleter. On enlève la neige. On enlève. Puis, mais il va en avoir une autre dans 1 semaine ou 3 jours plus tard. Et c'est tout le temps comme ça. Puis, ils ont l'air comme nous de dire... Ils chialent un peu contre l'aqualta, mais ça fait partie de leur vie. Ils se laissent pas abattre par ça. Non, c'est comme, bon... tout près d'où je vivais cette fois-ci, il y avait une petite librairie formidable, papeterie, la dame vendait des choses pour la peinture et tout, puis un tout petit endroit, tout petit, mais une journée, on a dit, à quoi vous déménagez? Elle a fait, non, je me prépare à l'aqualta de demain. Tout ce qui était en bas est obligé d'être grimpé, placé comme ils peuvent, parce qu'ils n'ont pas d'espace, c'est petit, là. Tout est petit à Venise. Donc, parce que l'eau va tout envahir en bas. Alors, le papier, regarde, on s'entend-tu que tu t'arranges pour pas que ça soit touché? Puis même, ils mettent sur le bas des portes des plaquettes de métal vissées, hermétiques et tout, mais l'eau s'infile par la brique, par le marbre, par les fissures, partout. Est-ce que la fameuse librairie où on retrouve des bains puis des gondoles remplies de livres existe pour vrai? Oui. Elle s'appelle Aqualta, d'ailleurs. La librairie Aqualta, oui.
Je me demandais si c'était inventé ou Non, pas. non, elle existe. Mais les lieux, je me suis fiée parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont à Venise. Des petites choses que j'ai trichées que les gens savent pas, mais cette librairie-là existe. Ils se font envahir d'eau. Alors maintenant, ils ont compris. Alors tout en bas, il y a des baignoires, des barques. Puis il y a une grande gondole dans la librairie où il y a des livres empilés, puis des chats un peu partout. Puis oui. Si vous me permettez, Francine, on s'arrête et au retour, on continue de parler de Petite Mort à Venise. Merci.